Voilà, donc pour vous parler d'effort d'écoute, la première des choses, c'est d'abord de pouvoir le définir. Donc l'effort d'écoute, qu'est-ce que c'est? Ben, on va prendre une situation sonore d'écoute comme on a actuellement, c'est-à-dire que là, vous pouvez me comprendre sans trop de difficultés, je suis amplifié, on est dans le calme, et là, pour pouvoir générer de la compréhension, notre système auditif ne va pas avoir de difficultés. À l'inverse, on le connaît bien, quand on va se retrouver dans une situation auditive beaucoup plus complexe, avec du bruit, avec différents interlocuteurs, eh ben, notre cerveau il fait bien les choses parce qu'il va essayer de mettre en place certains mécanismes de compensation pour pouvoir arriver à de la compréhension. Donc, on va avoir des mécanismes cognitifs comme la mémoire de travail, l'attention et plein d'autres pour pouvoir générer cette compréhension. Donc, l'effort d'écoute, en fait, englobe tout ça, hein. C'est l'effort mental requis pour écouter et comprendre un message auditif. Donc, c'est l'effort cognitif que va faire notre cerveau pour pouvoir compenser la dégradation auditive de la scène sonore. Alors, ce qu'il faut comprendre avec cet effort d'écoute, c'est que c'est une notion qui est multidimensionnelle parce qu'en en fait, elle va avoir attrait à la motivation et aussi à la tâche qu'on va réaliser. Vous avez ici le modèle de Fuel, de Pissura, Fuller et Tal, qui est représenté ici et qui a essayé de modéliser justement l'évolution de l'effort d'écoute pour une tâche donnée. Alors, on prend par exemple un effort d'écoute pour une tâche d'intelligibilité dans le bruit. Au temps 0, du coup, la tâche va commencer. Au temps 1, elle démarre vraiment. Et puis, on va avoir du coup une augmentation de la difficulté. Donc, notre patient, lui, il va essayer de répondre du mieux possible pour avoir des bons résultats. Donc, sa motivation, elle, va augmenter. Voilà, on peut le voir ici. Et puis, du coup, la tâche aussi va augmenter. La demande aussi en effort d'écoute va augmenter. Arrivé à un moment donné, au temps 3, où la tâche sera tellement difficile que l'effort d'écoute et la motivation vont complètement s'effondrer. Donc il y a vraiment une problématique à intégrer dans cet effort d'écoute, c'est qu'il va être vraiment dépendant de la tâche. On ne va pas pouvoir parler de l'effort d'écoute de la même manière sur une tâche d'intelligibilité dans le bruit comme on pourrait parler d'effort d'écoute dans des situations quotidiennes avec nos patients. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'on va s'intéresser justement à cet effort d'écoute en prothèse auditive? C'est des notions qui arrivent de plus en plus régulièrement et l'idée c'est de voir pourquoi est-ce que du coup elle va pouvoir nous intéresser. Alors, comme on l'a vu ce matin essentiellement, et c'est le travail qu'on fait tous et qu'on connaît, on va avoir des plaintes de nos patients qui vont arriver, qui vont nous dire « moi je comprends mal, je fais répéter ». Et puis de l'autre côté, des aspects qui sont beaucoup plus liés à des attraits cognitifs, où ils vont nous dire bah, « c'est vrai que je sens qu'à la fin de la journée, je suis fatigué, que je me concentre énormément pour suivre des conversations ». Bon, on va faire notre travail et puis on va appareiller ces gens. Et puis comme on l'a vu tout ce matin, on va essayer de calibrer au mieux l'énergie acoustique pour pouvoir générer un signal acoustique délivré de la meilleure qualité possible, qui va nous générer une compréhension qui va être la plus fine possible. Mais la problématique, c'est qu'au niveau cognitif, ça ne donne pas toujours un résultat qui est positif, parce que vous allez avoir des patients qui vont vous dire « ah bah c'est vrai que j'entends mieux, je comprends mieux, mais par contre, tous ces sons-là, c'est un peu compliqué à gérer, j'en ai beaucoup, j'arrive pas à les trier, j'ai du mal à faire ce tri avec ces informations sonores. » Et tout ça, en fait, c'est regroupé dans le concept d'effort d'écoute, parce que bah, du coup, c'est dans cette mesure-là qu'on va pouvoir quantifier un petit peu plus ces problématiques que nos patients nous relatent dans le cadre de la conversation avec eux, dans l'anamnèse, mais on a du mal à le quantifier pour pouvoir en tirer une mesure et pour pouvoir en tirer du sens, nous, sur nos réglages et sur notre adaptation. Alors, comment ça se mesure, justement, cet effort d'écoute? Eh bien, comme on l'a vu ce matin, là encore, il y a des méthodes subjectives et puis il y a des méthodes objectives. Alors, les méthodes subjectives, eh ben, on va pouvoir utiliser des questionnaires qui vont pouvoir avoir trait à l'effort d'écoute dans la vie quotidienne de nos patients appareillés, mais on va aussi pouvoir leur demander l'effort d'écoute qu'ils font dans une tâche donnée. Ça se fait très simplement. Vous réalisez une tâche d'intelligibilité dans le bruit dans nos laboratoires, par exemple avec tous les différents process qu'on a pu voir. Et puis, à la fin, on leur demande tout simplement d'évaluer avec une échelle visuelle analogique de 0 à 10 l'effort d'écoute qu'ils ont fourni pour pouvoir du coup répondre à cette tâche. Et ça va nous donner déjà avec ça, très rapidement, un point de vue, un état des lieux de la charge cognitive que le patient génère pour pouvoir générer de la compréhension et générer aussi du bon-être auditif. Mais ce qui est intéressant avec cet effort d'écoute, c'est que ce n'est pas qu'un concept du coup très subjectif, parce qu'on est capable aussi de le mesurer avec des méthodes objectives. Alors, je ne rentrerai pas dans le détail ici de toutes ces méthodes, parce que ce n'est pas le but.
Mais vous voyez, on va avoir la réponse électrodermale, la pupillométrie dont on entend très régulièrement parler, en petit aparté là-dessus. La pupillométrie, c'est quoi? Du coup, on va mesurer la dilatation de pupille des patients. Et en fait, cette pupille, elle se dilate quand on crée un effort cognitif. Et quand on fait, par exemple, une tâche d'intelligibilité dans le bruit, le patient va générer un effort cognitif qui va être corrélé avec la dilatation de sa pupille. Donc ça nous donne vraiment une manière d'objectiver très précisément et très efficacement cet effort d'écoute. Après, il y a des mesures qui sont bien plus compliquées, qui sont plus à développer dans le cadre de recherche, avec l'électroencéphalographie, la FNIRS ou l'IRM fonctionnel, qui ne sont pas du tout adaptées du coup, à nos mesures dans le laboratoire. Mais voilà, ça permet de vous montrer que c'est des choses qui ne sont pas simplement un concept et qu'il y a vraiment une objectivation physiologique derrière tout ça. Moi, je me suis intéressé au questionnaire parce que c'est ce qui est le plus pratique, c'est ce qui est le plus concret à intégrer dans nos centres en audioprothèse. Et puis, c'est ce qui va nous intéresser parce que nous, ce qu'on veut savoir, c'est l'effort d'écoute que nos patients fournissent dans le quotidien, quelles sont leurs difficultés, comment est-ce qu'on va pouvoir les aider. Alors pour ça, on a utilisé deux outils. On a utilisé un premier outil qui est le questionnaire SSQ d'habileté auditive, que vous connaissez peut-être, qui arrive de plus en plus en utilisation dans nos laboratoires et que je vais vous décrire un petit peu plus. Et on a établi un questionnaire d'effort d'écoute que je vais vous présenter ici. Alors, le questionnaire SSQ, comment ça se présente? Vous avez différentes situations sonores que vous pouvez voir là. On a une situation qui est décrite ici, et notre patient il va devoir du coup s'évaluer par une échelle de 0 à 10. 10 correspondant à « je suis parfaitement à l'aise avec cette situation », 0 pas du tout, et puis on a rajouté aussi une petite box ici, si la situation rencontrée n'est pas du tout applicable au quotidien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le questionnaire SSQ, de base, c'est un questionnaire qui a été créé en 2004 et qui comprend 50 questions. 50 questions réparties en 3 sous-échelles, audition de la parole, audition spatiale et puis qualité de l'audition. La problématique, c'est de faire passer 50 questions à nos patients en centre audioprothèse. C'est un peu compliqué parce que souvent, ça fait plus de 1000 mots à lire. Vous voyez qu'on est sur un temps de remplissage qui va aller entre une quinzaine de minutes, voire à 30 minutes pour les plus longs. Et puis, ça risque de les fatiguer. Alors, on a à notre disposition un outil plus court qui, du coup, a été réduit en 15 questions, le SSQ15 qu'a créé Annie. Et l'avantage de ce questionnaire, c'est qu'on gagne en temps, mais en réalité, on ne dégrade pas les propriétés psychométriques du questionnaire originel. Vous voyez, là, il y a la corrélation entre le SSQ de base et le SSQ15, et on voit qu'il y a un niveau de corrélation qui est vraiment très grand, très important. Donc je dirais que c'est double effet positif parce qu'on gagne du temps, mais on a un outil de mesure qui est efficace et qui garde sa sensibilité. Voilà pour le questionnaire SSQ qu'on va utiliser, que je vais vous présenter par la suite dans nos études. Et du coup, nous, ce qu'on voulait, parce que c'est ce qui nous intéressait, c'était d'avoir la même chose, d'avoir une mesure dans le quotidien de nos patients, mais cette fois de leur effort d'écoute. Alors pour ça, on est allé chercher un peu dans la littérature ce qui se faisait. Et le seul questionnaire d'effort d'écoute de la vie quotidienne qui existe, c'est le questionnaire EAS, qui a été créé par Alain Balié en 2017. Et ce questionnaire, en fait, il comprend 6 questions où on va du coup avoir différentes situations d'effort d'écoute. Et ces 6 questions, elles sont tirées du SSQ. Donc c'est assez intéressant parce qu'en fait, on va avoir des situations sonores qui ont été tirées et extraites du SSQ pour être remodelées sur le pendant de l'effort d'écoute. Alors voilà, on retrouve par exemple un item qui a été créé dans le questionnaire ES où devez-vous faire beaucoup d'efforts pour comprendre ce qui se dit au cours d'une conversation dans le calme. On retrouve aussi l'échelle visuelle et logique de 0 à 10 et puis notre boîte pour non applicable. Alors ce que vous voyez là, en fait, c'est le questionnaire EEAS parce que nous, on a pris ce questionnaire d'effort d'écoute et puis on l'a étendu. On l'a étendu pourquoi? Parce que dans les 6 questions, il n'y avait pas de différenciation entre l'effort d'écoute qui pouvait être fait dans le silence et dans le bruit. Or, on sait, et on le voit dans nos constatations cliniques, que souvent, on va avoir quand même une grande différence sur l'effort d'écoute qui peut être perçu par les patients, que ce soit dans le bruit ou dans le silence. Donc, on a rajouté 4 items pour arriver à 10 items, ce qui nous donne après une sous-échelle dans le silence et dans le bruit. Voilà, c'est ce qu'on voit ici. Vous voyez là, on a en fait les items EAS qui correspondent au questionnaire originel qui sont là. Et puis vous voyez le EAS1, EAS2, EAS6 où les items ont été dupliqués pour pouvoir avoir un item dans le bruit et un item dans le silence. Et puis on a rajouté un dernier item qui correspond à l'audition dans les milieux réverbérants.
Alors de la même manière, on s'est quand même attelé à vérifier qu'en rajoutant des items, on ne dégradait pas les propriétés du coup du questionnaire originel. Et puis bah, vous voyez que comme pour le SSQ, on a une corrélation qui est assez grande, donc on a bien des questionnaires qui sont équivalents dans leur méthode de mesure. Voilà, donc on a ces deux outils. On s'est doté de ces deux outils-là pour pouvoir aller explorer plus finement du coup l'effort d'écoute de nos patients appareillés. Et bah, du coup, on s'est mis au travail et puis on a commencé à les faire passer. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait passer notre questionnaire déjà d'effort d'écoute et le questionnaire d'habileté auditive SSQ à 62 normaux entendants. Et puis on a aussi testé 480 patients appareillés depuis au moins 6 mois. On a aussi récupéré les informations qu'on retrouve dans la plupart de nos dossiers sur l'étiologie de la perte, le gain, la correction, le temps de port d'appareillage, et puis aussi les aspects du coup de perte auditive. Voilà notre population. Vous avez ici du coup les seuils auditifs pour nos normaux entendants. Là, vous avez du coup les seuils pour le groupe de malentendants et la correction appliquée au niveau de l'appareillage. Voilà. Alors, comme je vous l'ai expliqué depuis le début, en fait, les questionnaires d'effort d'écoute et le questionnaire SSQ, ils sont assez proches parce qu'en fait, le questionnaire d'effort d'écoute, il est tiré de certaines questions du SSQ et en réalité, on a des choses au niveau de la formulation des questions qui sont assez proches. Je vous ai mis, vous voyez, 2 exemples là. Devez-vous faire beaucoup d'efforts pour comprendre ce qui se dit au cours d'une conversation avec d'autres personnes dans un endroit bruyant? Et puis dans les SSQ, on va dire, est-ce que vous pouvez du coup comprendre quand il y a une conversation avec du bruit? Donc en fait, ce qui change, c'est la formulation de la question. Dans un sens, on va demander est-ce que vous faites beaucoup d'efforts? Et dans l'autre, au niveau du SSQ, on va demander est-ce que vous êtes capable? Est-ce que vous avez les capacités de comprendre? Alors on pourrait se dire que il y a quand même est-ce que la simple formulation de question va nous amener des réponses différentes? Alors c'est cette question qu'on s'est posée, parce qu'en plus de ça, l'échelle de réponse était équivalente. Et puis vous voyez là, il y a le taux de réponse sur tous nos patients qu'on a testés qui est assez équivalent. Donc on s'est dit, est-ce qu'on n'est pas en train de refaire un peu 2 fois le même truc là? Est-ce qu'on n'est pas en train de perdre du temps et à évaluer en fait les mêmes choses avec la même dimension? Alors pour pouvoir répondre à cette question, on a fait ce qu'on appelle une analyse de cluster. Alors c'est un mot maintenant qu'avec le Covid malheureusement on connaît bien. Vous avez en fait ici tous les items du questionnaire SSQ avec les différentes sous-échelles et puis vous avez les items en dessous du questionnaire d'effort d'écoute. Et en fait, ce que fait cette analyse, c'est qu'elle va prendre toutes les réponses de tous nos patients, tous ceux qu'on a testés, et puis du coup, elle va regrouper ceux qui se correspondent le plus en termes de réponses. On a un premier niveau de correspondance ici, où on retrouve bien du coup certains items du SSQ qui se relient ensemble, et certains items de l'effort d'écoute qui commencent à se relier ensemble dans les différentes sous-échelles. Si on regarde le deuxième regroupement qui est fait ici, ça commence à se clarifier parce que si on regarde le cluster ici C16, C18 ou C15, eh bien on retrouve nos 3 échelles du questionnaire SSQ. Et ici, sur le cluster qui va apparaître ici en C13 ou C17, on retrouve aussi les 2 sous-échelles du questionnaire d'effort d'écoute. Et donc on a vraiment une différenciation entre les deux. Donc, on est rassuré parce qu'en réalité, même si du coup il y a une grande similarité dans ces questionnaires, on voit que déjà dans les réponses, et du coup, il y a des dimensions qui sont données, qui sont explorées, qui sont tout à fait différentes. Voilà les réponses du coup du questionnaire d'effort d'écoute, les scores pour chacun des 10 items. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'au niveau des items qui ont été dupliqués, c'est-à-dire le 1, 2, 3, 4 et 8 et le 9, où on a dupliqué les questions silence et bruit, et vous pouvez remarquer qu'en fait, on a une différence de score. Ce qu'on voit ici, d'accord, je vous le explique sur l'échelle visuelle analogique, c'est le score d'effort d'écoute. Quand on est à 10, on a fait beaucoup d'efforts. Quand on est à 0, on ne fait aucun effort. Et on voit bien, pour voir la question silence, en moyenne, les réponses du coup d'effort d'écoute sont beaucoup moins importantes que pour les items là où on est dans le bruit. Donc, très bien, on était conforté du coup dans l'idée que d'avoir une sous-échelle silence et bruit, c'était intéressant, ça conforte notre constatation clinique. Et ce qui a été d'autant plus intéressant, c'est qu'on a retrouvé cette différenciation des items aussi chez les normaux entendants. Vous avez ici du coup les différents items de l'effort d'écoute, et puis vous avez la répartition des scores pour le groupe des normaux entendants, NH là, qui est en bleu clair, et puis pour le groupe du coup des malentendants appareillés. Et vous voyez qu'on a un pattern de réponse qui est tout à fait similaire, alors certes décalé, évidemment, nos malentendants du coup génèrent globalement un effort d'écoute qui est plus important, mais on retrouve ce pattern de la même manière pour les normaux entendants et pour les malentendants. Ça veut dire que même quelqu'un qui a une audition normale va générer de l'effort d'écoute quand on est dans une situation bruyante.
Ce qui peut aussi rassurer des fois un peu nos patients. Disons que oui, même quand on entend bien, quand il y a plusieurs personnes qui parlent en même temps, on doit aussi se concentrer et ce n'est pas toujours facile. Là, vous avez les réponses du coup du questionnaire d'effort d'écoute et du questionnaire SSQ pour nos deux groupes. Donc, je vous rappelle, HIHA, c'est nos patients du coup appareillés, et puis NH, c'est les normaux-entendants. Donc, on retrouve bien effectivement un effort d'écoute qui est quand même plus important chez nos patients appareillés. On n'arrive pas à réduire l'effort d'écoute à un niveau qui est équivalent à nos normaux-entendants. Et de la même manière pour les capacités auditives, que ce soit du coup en global, soit différentes sous-échelles, ils sont globalement bons, mais on ne retrouve pas un niveau qui est équivalent aux normaux entendants. Alors, il y a une autre question qu'on s'est posée. On a fait en fait la différence d'effort d'écoute, de score, du coup, entre la sous-échelle bruit et la sous-échelle silence. L'idée, c'était de se dire, est-ce que du coup, cette différence du coup, de score entre bruit et silence va être majorée chez nos malentendants? Est-ce que du coup, bien qu'ils fassent un effort d'écoute plus important, est-ce qu'il y a du coup une surdifficulté qui se présente? Et quand on fait la différence avec les malentendants et les non-entendants, on ne retrouve pas forcément de différence entre les deux. Voilà, là vous avez du coup la corrélation du coup avec nos deux questionnaires, l'habileté auditive ici et l'effort d'écoute en ordonnée. Ce qu'on peut remarquer premièrement, c'est que du coup il y a une corrélation qui est quand même assez importante, parce que du coup ce qui se passe, c'est que quand vous avez l'effort d'écoute qui augmente, et pour un point d'effort d'écoute, vous avez moins 0,66 points en moins de capacité auditive. Plus nos patients font un effort d'écoute important, plus leur capacité auditive diminue. Ceci étant, cette corrélation elle permet d'expliquer que 38% de la variance expliquée, ce qui veut dire que bien qu'il y ait une relation entre ces deux mécanismes de mesure, il y a vraiment une dimension qui sont très très différentes sur ces deux questionnaires, et c'est vraiment des dimensions qui sont très complémentaires aussi au niveau de ce qu'ils explorent dans leurs réponses. Alors si on regarde un peu plus dans le détail, on voit que cette corrélation elle se fait surtout sur la sous-échelle parole du questionnaire SSQ. Et puis vous voyez que par exemple ici sur la sous-échelle qualité, on voit justement pourquoi il n'y a que 38% de variance qui est expliquée, parce que vous prenez des patients qui vont avoir du coup une qualité auditive qui est assez bonne, qui est ici à 10, et puis on va avoir toute une différence d'effort d'écoute qui va être relatée. C'est-à-dire qu'on a vraiment des choses qui sont très très différentes. Vous pouvez avoir des gens qui vont vous dire mon appareil, il me donne une qualité sonore qui est tout à fait confortable, avec laquelle je suis à l'aise, mais ceci étant, j'ai encore un effort d'écoute qui est généré dans les situations sonores. Donc ça nous permet déjà d'avoir une première brique et d'explorer un petit peu ce que je vous disais au début, c'est-à-dire on a généré du coup une meilleure compréhension, on a rendu service, on a calibré notre amplification, on a fait notre travail d'audioprothésiste. Ceci étant, des fois c'est pas parfait. Et avec là, les mesures qu'on voit au niveau de l'effort d'écoute, on l'objective déjà un petit peu plus. Alors, hop, là, du coup, on va avoir les corrélations qu'il va y avoir entre les... En fait, c'est le résumé de ce que je vous ai mis avant, c'est-à-dire que du coup, vous avez les corrélations, c'est la matrice de corrélation entre le questionnaire d'effort d'écoute et le questionnaire SSQ. Donc, vous avez effectivement, sur la sous-échelle parole, c'est vraiment cette corrélation qui est la plus importante, mais on la retrouve aussi sur les différentes sous-échelles. Alors, une fois qu'on a fait ça, on est allé voir nos variables externes, comme on dit, c'est-à-dire qu'on a cette grande chance d'avoir tout un tas d'informations en laboratoire d'audioprothèse qui sont à notre disposition et qu'on va pouvoir corréler avec les différentes informations. On va avoir par exemple ce qu'on a ici, la perte sur la meilleure oreille, on va avoir la symétrie auditive, on va avoir l'âge de nos patients, on va avoir aussi la correction sur la meilleure oreille, la correction sur la symétrie corrigée, l'utilisation au quotidien avec notre data logging, l'âge de l'appareil auditif, et puis l'expérience utilisateur au niveau des appareils. Et ce qu'on remarque déjà, c'est que nos deux questionnaires, que ce soit l'effort d'écoute et le SSQ, vont avoir du coup une relation très importante avec la perte d'audition. Plus vous allez avoir une perte d'audition à la base qui est importante, plus vous allez avoir un effort d'écoute qui est important, et plus les capacités auditives que vous allez retrouver sont faibles. Mais la différence de notre questionnaire d'effort d'écoute, c'est que lui, il va avoir des relations avec l'âge de l'appareil auditif. Plus votre appareil auditif va être âgé, plus nos patients, du coup, vont retrouver un effort d'écoute important. Plus l'appareil va être vétuste, plus on peut imaginer que les caractéristiques acoustiques de l'appareil vont être dégradées, et plus, du coup, notre patient va devoir compenser avec un effort d'écoute. Mais aussi, de la même manière, l'expérience utilisateur. Plus nos patients ils sont habitués avec l'appareillage, et plus ils sont exigeants.
et plus du coup l'effort d'écoute qu'il relate va être important. Alors on a essayé d'aller un petit peu plus loin, on s'est dit on va essayer de regarder si ces facteurs externes, il n'y avait pas du coup il n'y avait pas des variables prédictibles sur les résultats qu'on avait. Et là, quand on regarde d'un peu plus près, en réalité, le facteur le plus prédictif sur les résultats d'effort d'écoute, c'est justement cette expérience utilisateur. C'est-à-dire qu'en réalité, nos patients, ils vont aussi avoir une évolution de leur jugement du fait de l'habituation avec l'appareil auditif. Et ça, on le voit très bien en clinique. Vous allez avoir souvent des gens qui vont vous dire, au bout d'un mois ou même un mois et demi, qu'ils disent « Oh ouais, c'est super, j'entends mieux, mais quand même, j'étais au repas avec toute ma famille, on était 8 et j'ai vraiment rien compris. » Oui, mais de quoi on parle ? Donc voilà, il y a aussi une évolution de la volonté et de ce que les gens veulent et attendent aussi de ce côté-là. A l'inverse, au niveau des capacités auditives, et là, du coup, le facteur le plus prédictif, ça reste notre perte d'audition. Donc vous voyez, je vous rappelle, c'est quand même des questionnaires qui sont assez similaires, où en fait c'est vraiment la formulation qui change entre les deux, et vous voyez que sur la relation au niveau des variables externes, on a des choses déjà qui sont tout à fait différentes. Alors on a essayé d'aller un petit peu plus loin, et on s'est justement posé la question, comment est-ce que ça se passerait si on faisait poser notre questionnaire avant l'appareillage et puis après l'appareillage. Donc on a pris comme groupe contrôle 68 patients auxquels on a fait faire nos questionnaires SSQ15, EAS, et puis on les a retestés au bout d'un mois, sans bouger les réglages. Et on a une étude qui est encore en cours, on en a déjà 34 là, pour lesquels on les a testés avant tout appareillage, et après on a refait les mêmes questionnaires à la fin de l'adaptation. Alors ce qu'on voit déjà, et ce qui est intéressant, c'est que nos questionnaires, ils sont reproductibles. Si vous testez du coup nos 68 patients là au bout d'un mois sans rien avoir changé, on a une vraie corrélation des résultats. Il ne va pas avoir de variation, on va retrouver une mesure qui est stable dans le temps. Si on regarde cependant par item, là vous avez la reproductibilité qui va être mise par item. On remarque par exemple pour le SSQ, mais c'est pareil pour l'effort d'écoute, qu'elle est plutôt bonne, excepté pour l'item 1. Alors ça peut s'expliquer tout simplement parce que comme c'est la première question, on retrouve une variabilité souvent dans la compréhension de la réponse, même si, ceci étant, elle reste assez correcte. Alors après on a regardé les scores, voilà. Donc là, vous avez les scores du coup. Alors il y a une petite inversion ici, je suis désolé, mais on a ici en fait le SSQ là et puis l'effort d'écoute qui est là. Voilà, on se traduit ici, on est dans le bon sens. Donc ce qu'on voit sur nos 68 patients, c'est qu'au niveau de l'habilité auditive du SSQ, au bout d'un mois, ça ne bouge pas. Il n'y a pas de différence significative. Et de la même manière, au niveau de l'effort d'écoute, ça ne bouge pas. Bon, tant mieux, on n'a rien changé, c'est stable. Par contre, sur nos patients nouvellement appareillés, on constate une augmentation significative des capacités auditives, mais aussi une réduction significative de l'effort d'écoute. Donc là, on est content parce qu'on se dit, notre appareillage auditif, il a une utilité. On améliore nos capacités auditives, mais on leur réduit quand même cet effort d'écoute. Et quand on regarde un peu plus dans le détail, on se rend compte que cette augmentation des capacités auditives mesurée avec le SSQ, il est vraiment important sur la parole, voilà. Cohérent, notre appareil auditif il est là pour restaurer la parole et donc du coup on améliore cette intelligibilité-là, on fait notre travail et l'effort d'écoute il est aussi beaucoup plus réduit dans le bruit. Alors là on est content parce qu'on se dit qu'on a un outil de mesure qui marche et puis qu'on objective des choses. Ceci étant, quand on va un peu plus dans le détail, les choses ne sont pas forcément tout aussi claires. Vous avez ici les différences qu'on a mesurées justement des scores entre la fin de l'adaptation, ou alors ici pour nos patients appareillés depuis plus d'un an, aux réponses à un mois, qu'on a du coup soustrait au premier résultat. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une variabilité qui est assez faible sur les patients qui sont appareillés depuis plus d'un an. Par contre, on a une variabilité qui est beaucoup plus grande au niveau des sous-échelles quand on fait cette différence-là. Et c'est ce qu'on se retrouve si vraiment on va encore plus loin et qu'on met du coup les scores qu'on a pu avoir directement patient par patient. Vous avez ici l'évolution des scores patient par patient pour les questionnaires d'effort d'écoute pour les différentes sous-échelles. Et vous voyez que si on regarde un petit peu de loin, et c'est ce qu'on fait avec notre boîte à moustaches, on voit que globalement ça descend, mais si on regarde de près, on voit aussi qu'il y a des profils qui sont totalement inversés et qui génère un effort d'écoute qui est beaucoup plus important après du coup l'adaptation. Et on retrouve la même chose sur le questionnaire des capacités auditives. Voilà. Donc tout ça pour dire que même si globalement on va avoir des choses qui vont tendre à s'améliorer,
Et ben, en réalité, cet outil va être vraiment intéressant parce qu'on va pouvoir mesurer les choses cliniquement et ça va nous permettre d'aller voir qu'est-ce qui s'est passé au bout d'un mois, pourquoi après adaptation l'effort d'écoute est plus important. Et ben, il y a peut-être des choses sur lesquelles on est passé à travers et voilà, ça permet un petit peu de préciser, de justifier les choses. Alors ceci étant, quand on essaie de corréler la différence de score de nos deux questionnaires, vous avez ici la différence de score de l'effort d'écoute à la fin de l'adaptation et avant adaptation, et la même chose pour les capacités auditives. Ce qu'on remarque, c'est que plus l'effort d'écoute a été réduit à la fin de l'adaptation, plus les capacités auditives de nos patients se sont améliorées. Donc c'est globalement intéressant, ça veut dire que ça va dans le bon sens, mais pour l'instant, c'est des résultats qui ne sont pas significatifs, dus à cette variabilité interindividuelle que je vous ai montrée avant. Voilà, et dans le détail aussi, pour finir à peu près là-dessus, là vous allez avoir en fait la différence de score par item de notre questionnaire d'effort d'écoute. Plus du coup les boîtes à moustaches sont basses, plus du coup la réduction de l'effort d'écoute qu'on peut retrouver, elle est importante. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a certains items comme le 2, le 4, le 9 et le 10 qui fonctionnent très bien, qui nous caractérisent vraiment un effort d'écoute important, mais à l'inverse, il y en a d'autres qui dysfonctionnent beaucoup plus, comme le 5 ou le 1. Donc tout ça pour vous dire que c'est encore un outil qui est en cours d'évolution, en cours d'évaluation, c'est une première mouture et qui va être affiné petit à petit, mais qui nous donne déjà pour certains items des résultats probants et intéressants. Voilà. Pour en conclure, nos deux questionnaires, même s'ils partagent du coup des choses communes, on a vraiment des aspects différents. Si on devait résumer l'effort d'écoute, il va vraiment être attrait à l'expérience globale de nos patients. Et c'est intéressant parce que c'est la première fois qu'on va voir un outil de mesure reproductible pour lequel on va pouvoir quantifier aussi l'expérience globale de notre utilisateur. Dans une moindre mesure aussi, parce qu'après, quand on a équilibré, c'était beaucoup moins significatif, mais la vétusté de l'appareillage. Vous avez, par exemple, cette vétusté qui peut être objectivée, comme on l'a vu avant, avec des mesures au coupleur, mais la complémentarité de cette mesure-là au questionnaire, c'est qu'on va vraiment mettre le patient face à ses propres difficultés. On va lui dire, vous voyez, monsieur, on avait fait ce questionnaire il y a 4-5 ans, vous étiez à tel niveau d'effort d'écoute, aujourd'hui, vous en êtes là. Le réglage, a priori, il n'a pas bougé, on a fait notre travail, c'est que votre appareil il commence à fatiguer. Et c'est beaucoup plus simple pour les gens pour le comprendre, pour pouvoir aussi s'approprier l'appareillage, parce que du coup, il y a une mesure qui a été eux-mêmes évaluée et qui est objectivée. Le SSQ, quant à lui, il est intéressant parce qu'effectivement, il est relié aux variables audiométriques, mais aussi au data logging. C'est-à-dire que du coup, on va montrer aux gens, vous voyez, monsieur, vous avez porté votre appareil, et du coup, vos capacités auditives, elles se sont améliorées. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est vous-même, parce que vous vous êtes du coup auto-évalué. Donc c'est vraiment un outil complémentaire qu'on va pouvoir intégrer dans nos mesures pour pouvoir affiner aussi la relation qu'on va avoir avec nos patients. Et dans le cadre de l'adaptation, voilà, le SSQ, il nous donne aussi une mesure ou pas, comme on l'a vu sur certains, des fois ça ne fonctionne pas, mais en tout cas, ça nous donne une base de travail. À la fin de l'adaptation, vous voyez, vous êtes amélioré, vous n'êtes pas amélioré. Comment est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on va pouvoir changer les choses ? Et de la même manière pour l'effort d'écoute. Voilà, donc pour en conclure, l'avantage de ces questionnaires-là et de ces mesures-là, ce n'est pas de surrajouter évidemment des mesures et des tests, etc., parce qu'on en a déjà beaucoup et le temps se réduit en cabine de plus en plus, mais c'est de savoir quand les utiliser, et ça va nous donner vraiment des choses, des informations complémentaires, notamment quand on est dans une situation où on a fait notre travail, le 100% d'intelligibilité est atteint, on a nos gains qui sont corrects, mais comment est-ce qu'on fait pour pouvoir du coup affiner les choses avec notre patient, et ça va nous donner un suivi plus spécifique. Voilà, je vous remercie pour votre effort.